Bonjour, sur la vidéo du Pardem qui s'inscrit dans le cadre de notre université d'automne qui n'a pas pu se tenir pour les raisons dont vous vous doutez, limitation des libertés de circulation notamment. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Michel Toulouse dans le cadre de ce programme d'université d'automne qui va intervenir sur la question de la santé et de la sécurité sociale, évidemment un sujet brûlant. Mais pas seulement pour dire que le monde ne tourne pas rond, ce que nous savons tous, mais pour définir un petit peu les grandes lignes de ce que pourrait être une véritable protection sociale et un service de santé publique pour répondant aux besoins de tous. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Michel Toulouse, qui est membre du bureau politique du Pardem et responsable du programme au Pardem, et qui est ancien directeur d'hôpital. Donc, on va imaginer que Jean-Michel sait de quoi il parle, bien entendu. À toi, Jean-Michel, pour 30-35 minutes d'intervention. Allez, soyons généreux, 40 au maximum. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de tenir le délai. J'ai pensé qu'il serait bon de, selon un plan classique, veuillez me pardonner, camper la question, bien évidemment, planter le décor. Une première partie assez courte qui va parler de la situation actuelle, de la sécurité sociale, en gros depuis le programme du CNR, le Conseil national de la résistance jusqu'à aujourd'hui. J'insisterai plutôt dans la deuxième partie sur qu'est-ce que propose le Pardem pour sauver notre hôpital public, bien sûr, et notre système de santé. J'essaierai de faire une conclusion qui rappelle bien sûr les enjeux du moment, qui, comme vous le savez, sont très, très graves. Alors, l'introduction, je dirais simplement, pour reprendre la définition de la santé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, moral et social, qui ne consiste pas simplement ou seulement en une absence de maladie, ou d'infirmité. C'est donc un bien commun de l'humanité, comme d'ailleurs le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit au travail. Et comme on peut le constater, on en est très loin aujourd'hui. Dès 1945, d'ailleurs, les forces sociales qui dominaient à l'époque, à savoir la classe dominante, bien sûr, attaquent le programme du CNR en créant deux caisses au lieu d'une, la CNAM et la CNAF, Caisse nationale d'assurance maladie et Caisse nationale des allocations familiales, au lieu d'une. Et en plus, bien sûr, elle rajoute le fameux ticket modérateur de 20%. Il faudra Ambroise Croizat, qui, dans le cadre du rapport de force de l'époque et du fort mouvement populaire de 1945-1946, il faudra donc son intervention puissante pour créer le régime général qui est fondé sur la cotisation assise sur les salaires. Et on verra que cette notion est très importante. Voilà, donc malheureusement, le programme du CNR n'a pas été suivi comme vous allez le voir, de grosses atteintes et de gros dévoiements ont été organisés depuis cette époque, jusque d'ailleurs à aujourd'hui. Alors, le Conseil national de la résistance, comme je l'ai dit, avait prévu à son programme de 1944 un plan complet de sécurité sociale. Donc là, j'attaque la première partie, vous l'avez compris. Et ce plan complet de sécurité sociale visait à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. Et dans tous les cas, bien sûr, où ils sont incapables de se les procurer par leur propre travail, avec gestion appartenante aux représentants des intéressés et de l'État. Et il accordait également, ce programme, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour.
Alors, un tel régime, naturellement, régime général, est révolutionnaire parce qu'il constitue un salariat unifié, il ôte l'initiative à la classe capitaliste, il permet à la classe ouvrière et aux travailleurs en général, et aux cadres d'ailleurs, de gérer une part notable de la valeur qui, à l'époque, représentait déjà le tiers de la masse salariale dès 1946. C'est pas rien. Alors, face à la bourgeoisie très organisée, cela constitue un outil de classe de grande ampleur et on comprend mieux pourquoi il y a été porté atteinte. Voilà, donc le système que pensait le CNR, c'était un salariat unifié, une caisse unique, un régime général avec un remboursement à 100%, donc il ne prévoyait pas à l'époque de mutuelle, et il touchait la maladie, la retraite, les allocations familiales, les accidents du travail. La nature de la cotisation, quant à elle, elle était obligatoire avec un taux unique, une assiette unique et un périmètre de collecte interprofessionnel. La cotisation étant considérée comme un salaire et non comme un revenu différé, contrairement à la réforme Rocard, hein, qui est une contre-révolution d'ailleurs, sur laquelle je dirai 2 mots plus tard. Alors, les cotisations sociales sont recouvrées par des organismes de sécurité sociale et ne transitent donc pas par l'administration fiscale, donc par l'État. Elles ne font pas partie des ressources de l'État et revêtent par conséquent une nature strictement salariale. Larocque disait d'ailleurs, vous savez qu'on parle plus de Larocque que d'Ambroise Croizat, malheureusement, mais Larocque disait par ailleurs, pas de contribution des pouvoirs publics, car ça serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières. Le refus de la fiscalisation est donc une idée très importante dans ce plan. C'est ce que l'on pourrait appeler la révolution, je dirais, mise en place par Ambroise Croizat au niveau de la sécurité sociale. Malheureusement, la création du régime général a été très conflictuelle, puisque les ordonnances de 1945, issues des négociations subséquentes, donc, se sont éloignées du CNR, du programme du CNR, et ont imposé, comme je l'ai dit, 2 caisses au lieu d'une. Contrairement au projet initial du CNR, donc, qui était de rembourser à 100% les frais de santé, eh bien, l'ordonnance de 1945 instaure d'emblée un ticket modérateur de 20%. Par contre, l'ordonnance de 1945 prévoyait l'organisation autonome des allocations familiales, ce qui n'est pas rien, car celles-ci sont alors les premières prestations majoritaires du régime. Bon, c'est la loi du 21 février 1949, ensuite, qui organise l'autonomie des allocations familiales, qui devait être provisoire, mais qui est devenue malheureusement définitive. Par la suite, donc, de nombreuses réformes dénaturant le projet initial vont apparaître. Je ne citerai que, mais il y en avait naturellement d'autres, celle de Rocard en 1991, qui est la plus dévastatrice parce qu'elle introduit l'impôt dans le financement de la sécurité sociale avec la fameuse CSG, contribution sociale généralisée, et le CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, qui naturellement fiscalise une partie des ressources de la sécurité sociale, ce qui veut dire que l'État peut manipuler comme il veut ce financement. Alors aujourd'hui, la sécurité sociale, naturellement, n'a pas du tout, mais absolument pas, le visage que le CNR et Ambroise Croizat souhaitaient mettre en place. Et bien sûr, on se retrouve avec une sécurité sociale qui n'a plus de vocation universelle, mais qui est totalement éclatée. Alors voilà pour la dénaturation du programme du CNR. Maintenant, quel est le visage de la sécurité sociale aujourd'hui? Eh bien, c'est un visage de miroir brisé, puisque la situation actuelle nous présente 5 branches différentes. Donc, je passe rapidement en revue puisqu'elles sont connues. La branche maladie, hein, avec donc le régime général, mais aussi des régimes spéciaux, que vous connaissez, la mutualité sociale agricole, le régime des cultes, les artisans, commerçants, la RATP, les mines, la SNCF, le régime des marins, etc. Et vous savez que, naturellement, le projet de Macron est de liquider tous ces régimes particuliers. À cela s'ajoute, ce que n'avait pas prévu non plus le programme du CNR, une multitude d'assurances complémentaires, de mutuelles d'assurance et d'institutions de prévoyance. Donc des mutuelles également et des assurances et des institutions de prévoyance, la plupart donc privées ou semi-publiques,
Et donc, vous voyez, c'est un véritable miroir brisé, contrairement à la volonté du CNR. Et il faut rajouter à ça le régime donc, général des accidents du travail et des maladies professionnelles, géré aussi par la CNAM, mais qui comprend 16 CARSAC. Alors, les CARSAC, c'est les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. Bon, ça, c'était la branche maladie. Vous voyez qu'elle est déjà pas mal éclatée en interne. Deuxième branche, la branche famille, qui concerne 100% de la population. Je n'en dirai que deux mots. Elle regroupe les 101 caisses de la Caisse nationale d'assurance familiale pour la métropole et les territoires et les départements d'outre-mer. Et bien sûr, la MSA qui gère elle-même sa branche famille. La troisième branche, c'est la branche retraite. Alors là aussi, qui inclut naturellement un régime général qui couvre 70% des cotisants. Alors là, pareil, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse et ses 16 CARSAC. Et puis, les professions libérales qui ont leur propre caisse. Donc, ça, c'était aussi une déviation qui a été imposée par les forces, je dirais, contre-révolutionnaires après la guerre. Alors, les régimes spéciaux, j'ai déjà abordé ça tout à l'heure. Donc, on sait ce que Macron veut en faire. Il veut effectivement les supprimer. Et naturellement, ce serait un fort recul pour, je dirais, les salariés qui se sont battus pour obtenir ces régimes spéciaux. La quatrième branche, c'est la branche recettes et recouvrement. Bon, c'est les fameuses URSSAF, vous savez, bon, qui regroupe donc, qui est fédérée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et qui regroupe 17 URSSAF, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale, plus les caisses donc des DOM-TOM. Et puis une cinquième branche, vous voyez, quand je parlais de miroir brisé, qui la caisse d'autonomie, vous savez, c'est la loi du 5 août 2020, voilà, qui crée un nouveau risque, entre guillemets, qui est géré par la CNSA, donc la Caisse nationale et de solidarité pour l'autonomie, qui est financée par des transferts de transferts de budget provenant des autres branches. Donc, par diminution, naturellement, du financement global. Alors, c'est cette caisse-là, si vous voulez, qui gère naturellement et finance, plus exactement, les USLD, les fameuses unités de soins de longue durée, et puis, bien évidemment, tout ce qui s'ensuit. Cette cinquième branche a été officialisée par la loi de PLFSS, loi de programmation et de financement de la sécurité sociale de 2021. Voilà, cette gestion éclatée, donc pour finir sur cette première partie très rapidement, vous montre bien naturellement la situation de crise de notre système de financement de sécurité sociale, puisqu'il faut bien évidemment rappeler que le patronat a réussi, et le pouvoir qui le sert bien sûr, a réussi à mettre ce système en déficit pour 31 milliards d'euros en 2021. Mais on voit bien que c'est un déficit totalement artificiel, puisque, comme on va le rappeler tout à l'heure, ce déficit n'a été créé que par le fait qu'on a dispensé le patronat de payer ses charges patronales normalement. Et vous avez bien remarqué que ce déficit pourrait très bien être épongé, j'en dirai deux mots tout à l'heure, notamment par la rénovation ou la modification du mode de financement donc, de la sécurité sociale. Et on ne peut que constater que malgré la fermeture de 7300 lits, rien que ça, depuis le 1er janvier 2020, c'est-à-dire en pleine crise sanitaire de Covid, eh bien, et malgré effectivement le fait qu'il y ait 20% des lits, bon, je suppose que vous connaissez tout ça puisque vous suivez l'actualité, nos auditeurs doivent avoir déjà entendu ça, vous savez qu'actuellement, il y a 20% de lits qui sont fermés faute de personnel, et depuis plusieurs mois. Donc, l'hôpital qui est au bord de l'effondrement, malgré l'ensemble de ces résultats qui résultent d'une trentaine d'années de contre-révolution sociale, eh bien, ils ont trouvé le moyen de mettre en déficit notre organisation de sécurité sociale. Bon, comme vous le savez, je suis un ancien directeur d'hôpital et je dois vous dire que
le fait qu'il y ait 20% de lits fermés faute de personnel, ça n'existait pas de mon temps, hein. Et ça, c'est une crise, si vous voulez, qui est apparue seulement depuis les 3 ou 4 dernières années, justement depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Et ça, c'est une politique délibérée, si vous voulez, qui permettra plus tard de dire, ben, vous voyez, l'hôpital ne fonctionne pas, donc on va le privatiser. J'en dirai 2 mots plus tard. Bon, voilà la situation, si vous voulez, qui est complètement critique, hein, pour les salariés et pour la sécurité sociale en général. Alors, que peut faire le Pardem et qu'est-ce qu'il propose pour sauver notre régime de sécurité sociale et notre système de santé? Alors, je vais rester un petit peu plus longtemps sur cette partie, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne pourrai pas tout dire, mais je pense que si vous consultez notre programme plus tard, quand il sera en ligne, vous aurez naturellement tous les détails. Alors, pour réaliser ces objectifs en matière de santé, le Pardem, donc le Parti de la démondialisation, prévoit un certain nombre de mesures. Donc, je vais en citer quelques-unes, hein. Bon, d'abord, la suppression de tous les régimes spéciaux, particuliers, spécifiques de retraite, Agir, Carco, Ercantec, qui seront naturellement intégrés dans le régime général. Il n'est pas question de les supprimer au niveau des avantages, il est question effectivement de les généraliser. L'unification à l'intérieur des 5 caisses, hein, donc, que je vous ai cité tout à l'heure, CNAM, CNAF, CNAF, autonomie et recouvrement. La création d'une véritable 5e branche autonomie avec un financement intégral et spécifique par cotisation sociale et la gestion de la Caisse nationale solidarité autonomie pour couvrir la dépendance par, naturellement, les salariés eux-mêmes. La reconnaissance de la pénibilité de certains métiers au moyen de l'âge de départ à la retraite et des niveaux de pension, donc une diminution négociée du nombre de trimestres ouvrant droit à pension, les mêmes règles, quels que soient les métiers et la hiérarchie, que ce soit pour les prestations ou pour les cotisations, voilà, sauf exception à discuter naturellement avec les organisations syndicales de salariés. Et par exemple, la retraite sera basée sur 150 trimestres avec une retraite égale à 75% du salaire des 12 meilleurs salaires donc mensuels de la carrière. Intégrant naturellement toutes les primes, ce qui est très important pour les fonctionnaires, puisque vous savez que pour toute la fonction publique, les primes sont exclues du calcul de la retraite. Avec une échelle de retraite comprise entre 1 et 5 et un minimum vieillesse fixé à 1 500 € net mensuels, ce qui correspond en gros à 75% de la moyenne des salaires minimums sur une carrière. Après, bien évidemment, puisque vous savez que le Pardem propose le passage du SMIC à 1 700 € net, donc il n'y aura pas de retraite inférieure à 75% du SMIC. Alors, la suppression de toutes les complémentaires santé, je l'ai évoqué, et l'institution d'une sécurité sociale maladie à 100%, contrairement naturellement à ce que souhaite faire le pouvoir actuel, qui ne pense qu'à privatiser un certain nombre de choses. L'abolition des ordonnances de 1967, c'est évident, dites Jeanneney, et de toutes les dispositions scélérates des 60 dernières années, antidémocratiques et attentatoires aux retraites et cotisations. Nous voulons donc une gestion intégrale des caisses de sécurité sociale par les seuls salariés, hein, c'est ce qui existait jusqu'en 1967, et les cotisations seront exclusivement issues du travail des salariés, extorquées par le patronat, y compris les mal nommées charges patronales. Alors, la suppression de tous les avantages indus concernant les cotisations patronales, que ce soit sur les profits ou sur les fameuses niches patronales, comme les stock options et autres. Et bien sûr, le paiement immédiat de toutes les dettes patronales dues à la sécurité sociale, entre parenthèses, dettes patronales qui expliquent en partie et en grande partie le fameux trou, entre guillemets, de la sécurité sociale. Les caisses seront gérées par les salariés eux-mêmes et par des salariés qui seront élus, et ces élections auront lieu dans les entreprises, tout cela pour faire intérioriser par le salariat que la sécurité sociale, c'est leur affaire et non pas l'affaire ni de l'État ni du patronat. Voilà, en gros, si vous voulez, pour planter le décor. Là, je vais insister, puisque mon temps est limité, sur 3 points qui me paraissent très, très importants vu l'actualité. C'est l'hôpital public, c'est les EHPAD et c'est la psychiatrie. Alors, s'agissant de l'hôpital public, donc je rappelais tout à l'heure,
que nous souhaitons revenir au grand principe du Conseil national de la résistance, avec un remboursement à 100% de tous les frais de santé, donc l'intégration dans la sécurité sociale de toutes les mutuelles, et le financement de cette sécurité sociale par les seules cotisations. Donc, pas de financement par l'impôt, abolition de toutes les mesures ROCAR antérieures et successives, et suppression de la CSG et du RDS. La sécurité sociale est un organisme indépendant de l'État, nous y tenons beaucoup, puisqu'il y aura interdiction à l'État de toucher aux ressources de la sécurité sociale, comme c'est le cas actuellement. Les caisses seront gérées donc par les salariés eux-mêmes, qui seront représentés dans les conseils d'administration des institutions de santé, comme l'hôpital, dont je dirai deux mots tout à l'heure. La comptabilité de la sécurité sociale devant permettre aux autorités de tutelle d'évaluer les dépenses dans chacun des domaines. Le programme social du PARDEM prévoit par ailleurs une hausse substantielle donc des salaires, comme je vous l'ai rappelé avec le SMIC, et par conséquent des cotisations sociales, et grâce au droit opposable à l'emploi, dont vous verrez une vidéo également, eh bien, tout cela, naturellement, va améliorer l'assiette des cotisations, puisque la disparition du chômage va introduire le fait qu'il y aura 8 ou 9 millions de salariés qui sont actuellement en chômage ou assimilés et qui pourront mieux cotiser lorsqu'ils seront en plein emploi. Voilà. La 5e branche de la sécurité sociale concernant les dépendants sera créée, je vous l'ai dit, donc je passe là-dessus rapidement. Alors, je voudrais dire que pour l'hôpital, quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la sécurité sociale qui finançait la construction, la rénovation et l'équipement des hôpitaux, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et elle était peut-être aidée de façon marginale par l'État, par la sécurité sociale qui pouvait accorder des prêts sans intérêt ou des subventions. De temps en temps, les départements et les communes, mais vous savez que maintenant, naturellement, la situation financière de ces organisations ne leur permet plus de le faire. Et à partir de 1975, c'est le grand départ du néolibéralisme, vous le savez, eh bien, les hôpitaux ont été contraints d'emprunter sur les marchés financiers. Mais ça n'était pas le cas de 1945 à 1975, et la sécurité sociale a été tout à fait capable de mettre en place donc un outil d'hôpital public tout à fait performant qui nous était envié partout dans le monde. Et vous savez que malheureusement, ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Donc, ces hôpitaux publics auront un statut d'établissement public administratif et ils seront gérés par les élus dans leur conseil d'administration, les salariés de l'hôpital, médecins et non-médecins, les organismes de sécurité sociale et les usagers, les représentants des malades, naturellement, au niveau des associations d'usagers, seront dans les conseils d'administration. Voilà un petit peu ce qu'on envisageait pour l'hôpital public. L'hôpital, naturellement, ne sera plus considéré comme une entreprise. Et vous savez que à partir du moment où on considère que l'hôpital public est un service public, il n'a plus à faire de bénéfices, il a simplement à équilibrer ses comptes et il a simplement à investir pour se mettre au niveau des progrès techniques. Et donc, naturellement, c'est un changement total de la gestion des hôpitaux publics avec la suppression carrément de la tarification à l'activité, la suppression des agences régionales de l'hospitalisation, le rétablissement de budgets négociés entre les anciennes DAS que nous remettrons au goût du jour en les démocratisant et une négociation avec 2 budgets des hôpitaux, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Voilà, vous aurez tous ces détails sur les documents qui seront diffusés par le PARDEM incessamment sous peu. Je passe rapidement sur la formation des métiers de la santé. Vous savez que là aussi, la situation est très critique. Donc, naturellement, nous remettrons au goût du jour les écoles d'infirmières, les écoles d'aides-soignantes, toutes les écoles publiques qui seront mises en place pour les infirmières anesthésistes, les infirmières penseuses, les psychologues, les orthophonistes, enfin, tous les métiers de la santé, si vous voulez. Et il y aura un financement public de toutes ces écoles, avec bien évidemment amélioration du nombre des élèves par promotion pour pouvoir faire face à la grosse crise
dont je parlais tout à l'heure, puisque vous avez bien compris que s'il y a 20% aujourd'hui des lits publics fermés, ce n'est pas parce qu'il y a un phénomène qui serait inexpliqué, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de pénurie de personnel sur à peu près tous les métiers, des médecins aux agents des services hospitaliers. Donc, voilà un petit peu ce qu'on souhaite faire pour l'hôpital. Et bien évidemment, pour tous les métiers de santé, nous supprimerons le numerus clausus. Vous savez que Macron se répand partout en disant « c'est moi qui ai supprimé le numerus clausus ». Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout vrai, puisqu'il a transféré en quelque sorte aux universités, aux facs de médecine, la possibilité de mettre en place un numerus clausus de fait, puisque les universités étant limitées dans leur crédit, elles ne peuvent plus, si vous voulez, financer toutes seules des études médicales pour un nombre de postes de médecins et de spécialités médicales conformément aux besoins. Donc, le numerus clausus existe encore et il conviendra naturellement d'y mettre fin dès que nous parviendrons au pouvoir. Nous souhaitons aussi un accès gratuit et rémunéré aux études de médecine et aux formations paramédicales. Bon, vous savez que ça existait déjà avec un système de contrat. Par exemple, une élève infirmière, si vous voulez, était rémunérée pendant ses années d'études et elle signe un contrat de 5 ans, pas forcément dans l'établissement public d'où elle est originaire, mais dans un établissement public, à elle de choisir. Eh bien, nous souhaitons faire la même chose pour les médecins qui pourraient avoir une sorte de bourse d'études, si vous voulez, pour leurs études médicales. Bon, vous savez que ça dure quand même, pour certaines spécialités, presque 13 à 14 ans, si vous voulez, une bonne spécialisation de neurologie, d'anesthésie ou de chirurgie orthopédique, puisque vous savez que maintenant, la chirurgie orthopédique, vous avez la chirurgie orthopédique adulte et la chirurgie orthopédique infantile. Donc, les spécialisations, naturellement, sont très longues. Et naturellement, à partir du moment où les médecins, chirurgiens et de toute spécialité auraient la possibilité d'avoir des bourses d'études, naturellement, nous leur demanderions, comme pour les infirmières d'ailleurs et d'autres professions paramédicales, nous leur demanderions de signer un contrat pour que nous puissions affecter donc ces nouveaux médecins dans les zones où il y a désertification médicale. Et vous savez que maintenant, ça devient un gros problème et pas seulement à la campagne. Voilà. Et nous encouragerons bien évidemment le fait que les agents des services hospitaliers puissent accéder aux études d'aide-soignante, aux études d'infirmière et également à toutes les études des professions paramédicales. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur les hôpitaux. Donc, vous voyez que nous voulons transformer le statut d'établissement public des hôpitaux pour qu'ils deviennent des établissements publics administratifs, donc, comme il l'était avant la réforme Juppé de 1994-95. Et nous voulons redémocratiser les établissements. Et nous souhaitons d'ailleurs que les personnels, qu'ils soient médicaux et non médicaux, puissent avoir la majorité dans les conseils d'administration. Donc, vous verrez dans le programme du PARDEM, nous avons un programme de démocratisation des institutions et naturellement, la démocratisation de l'hôpital public fait partie de nos propositions. Voilà, et nous rétablirons naturellement le nombre de lits qui a été supprimé en fonction des besoins, bien évidemment. Hein. Vous savez qu'il y a eu 70 000 suppressions de lits depuis une dizaine d'années, ce qui est proprement intolérable. Alors, vous savez que le fameux virage ambulatoire n'est qu'une justification idéologique de la suppression des lits, naturellement, hein, parce que vous aurez toujours un certain nombre de patients et un certain nombre de pathologies qui relèveront de l'hospitalisation à plein temps, même si, bien sûr, on peut envisager des hospitalisations à domicile ou des hospitalisations à temps partiel, ça c'est clair, mais on aura toujours besoin, si vous voulez, de lits d'hospitalisation à plein temps dans nos établissements. Voilà, nous réfléchissons aussi, ça sera dans le programme définitif, à démocratiser les services de soins, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de raison particulière que le corporatisme, un certain corporatisme au niveau des professions médicales soit maintenu.
Nous souhaitons que les chefferies de service soient démocratisées et qu'il y ait des véritables élections et des directions collégiales à la tête des services pour que les paramédicaux aient leur mot à dire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sur la définition du projet médical du service. Je terminerai en disant que nous souhaitons démocratiser l'hôpital également en fusionnant la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement. Vous savez que le comité technique d'établissement a été liquidé par les ordonnances Macron. Nous allons rétablir les comités techniques d'établissement, nous allons rétablir les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, et nous allons fusionner la commission médicale et le CTE, le comité technique d'établissement, en une seule structure qui serait le comité d'établissement et qui serait naturellement l'interlocuteur prioritaire des conseils d'administration rénovés dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je passe sur les transports sanitaires, puisque vous savez que c'est quand même un problème intéressant, tout à fait important, notamment au niveau des services d'aide médicale d'urgence qui sont en pleine crise aujourd'hui et qu'il faudra naturellement renforcer dans notre programme, et nous prévoyons des mesures en ce sens. J'ai déjà parlé de la médecine de ville et de campagne. D'ailleurs, le terme de médecine de ville est inapproprié. Il s'agit tout simplement de la médecine non hospitalière. Mais vous pouvez avoir une médecine dite de ville dans les campagnes naturellement. Bon, donc nous prévoyons, je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc une profonde réforme des études médicales et la possibilité naturellement d'affecter après leurs études les médecins dans les zones désertifiées, mais avec naturellement, on ne va pas jouer les centralisateurs excessifs, bien que nous sommes partisans d'un État stratège, hein, on en parlera dans une autre vidéo, mais nous souhaitons que les médecins, naturellement, puissent, à partir du moment où ils ont bénéficié d'un certain nombre de bourses d'études, être affectés pendant 3, 4, 5 ou 10 ans, si vous voulez, dans des zones problématiques. Hein, et bien évidemment, nous veillerons à ce qu'ils soient encadrés pour qu'ils ne soient pas isolés dans les zones un peu compliquées. Parce que la désertification médicale, vous le savez, aujourd'hui, atteint un stade tout à fait critique, hein, puisque maintenant, il n'est pas rare, lorsque vous voulez prendre rendez-vous avec un médecin, vous n'êtes pas à l'abri de délais totalement inacceptables. Hein. Par exemple, en ophtalmologie, c'est 6 mois. Pour un certain nombre de spécialités médicales, c'est 8 ou 10 mois. Alors, rendez-vous compte, c'est absolument inadmissible. Bon, je passe aussi sur les médicaments. Pourtant, vous savez que c'est à l'ordre du jour. Alors, nous proposons naturellement une nationalisation de toutes les industries pharmaceutiques et de tous les laboratoires et une profonde réforme de la procédure d'autorisation de mise sur le marché, puisque vous savez que le gros problème de tous les vaccins concernant la COVID-19, c'est qu'ils n'ont même pas d'autorisation de mise sur le marché définitive. Ils n'ont qu'une autorisation de mise sur le marché provisoire, puisque vous savez que la phase 3 d'expérimentation des vaccins a été allègrement sautée, si vous voulez. Et donc, on n'est absolument pas sûr que tous les vaccins, que ce soit tous les vaccins, vous les prenez dans l'ordre, hein, il n'y a pas de problème, qui sont actuellement, avec lesquels on vaccine les gens, eh bien, personne n'est capable de nous dire s'il n'y aura pas des effets de long terme ou de moyen terme. Et ça, si vous voulez, c'est parce que la troisième phase n'a pas été respectée. Naturellement, nous reverrons tout cela et nous reviendrons donc à des vaccins pasteuriens et non pas à des vaccins par ARN messager, qui ne sont pas, à mon avis, une technologie, si vous voulez, qui soit aujourd'hui complètement maîtrisée. Ce que nous souhaitons aussi, je termine sur l'hôpital là-dessus, c'est une nationalisation également de toutes les industries de santé, puisque vous savez que la radiologie française, qui était à la pointe du combat au début des années 80, a été bradée, hein, comme un certain nombre d'ailleurs d'industries dans notre pays. Et maintenant, pour les IRM, les scanners et tout un tas de matériel de radiologie, nous dépendons de l'étranger. C'est la même chose pour les laboratoires avec les auto-analyseurs multiparamétriques, et c'est exactement la même chose pour le matériel de bloc opératoire.
et pour les matériels de réanimation. Vous avez vu que pour les matériels de réanimation, on n'a pas été fichu de la même façon que nous n'avons pas été fichus d'avoir un vaccin propre à la France. Eh bien, nous ne sommes pas fichus de programmer, de construire nos propres matériels de réanimation. Donc, il faut en finir avec cette dépendance de l'extérieur et il faut vraiment mettre en place une industrie de santé nationale. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, j'aurais voulu pouvoir vous parler de la médecine du travail, de la médecine universitaire et scolaire qui ont complètement été détruites et que nous remettrons en place naturellement, mais vous pourrez voir ça donc dans le programme définitif du PARDA. Je voulais vous dire 2 mots sur les EHPAD, parce que c'est à l'ordre du jour. Vous avez vu ce qui est en train de nous tomber sur la tête, là, avec l'affaire Orpea. Je trouve que d'ailleurs, cet organisme privé à but lucratif porte bien son nom. Orpea, donc c'est l'or des personnes âgées, l'or gris des personnes âgées, et pour ce genre d'organisme, naturellement, toutes les ressources des personnes âgées avec naturellement leur retraite, leurs biens, etc., sont une proie facile pour ces organisations. Et vous avez vu ce qui est en train de se passer, et ça prouve une seule chose, c'est que tout ce qui concerne la gestion des personnes âgées doit dépendre d'un grand service public géré par la sécurité sociale. Et nous demandons naturellement que ces cliniques soient proprement nationalisées à terme et en tout cas très fortement encadrées par l'État. Alors les EHPAD, nous avons alors, je pense que vous avez tous des parents, des grands-parents qui sont déjà dans des structures de ce type. Et bon, moi, à chaque fois que je sortais parce que j'ai eu à gérer des établissements de ce type, j'avais, par exemple, quand j'étais à l'hôpital de Montluçon, j'avais un établissement pour personnes âgées dépendantes de 450 lits, vous voyez, c'est pas rien. Eh bien, à chaque fois que je visitais ces institutions-là, si vous voulez, je ne pouvais qu'en sortir avec un profond malaise et un sentiment de tristesse, de gâchis et parfois de révolte, parce que nous faisions ce que nous pouvions naturellement avec le personnel, les infirmières, les médecins, mais nous étions loin d'avoir les moyens nécessaires pour gérer convenablement, si vous voulez, ce secteur-là. Je vous donne un seul chiffre, qui serait d'ailleurs actualisé. En France, au niveau des EHPAD, vous avez même pas 2 agents par lit. En Allemagne, c'est 3 fois plus. Vous voyez, donc même par rapport à l'Allemagne, nous avons de sérieux progrès à faire. Et donc, nous n'y arriverons pas si nous n'en finissons pas, si vous voulez, avec cette conception des classes dirigeantes du 4e âge, à savoir une conception misérabiliste, discriminatoire, concentrationnaire, où le minimum qui est offert aux personnes âgées, c'est tout simplement de ne pas les laisser mourir de faim et d'inactivité. Voilà, la profonde tristesse, moi, à chaque fois que je visite ce genre de maison de retraite, si vous voulez, eh bien, résulte du fait que vous avez une grande salle avec 2 ou 3 postes de télévision et on voit les personnes âgées inactives qui sont abandonnées carrément à elles. Bon, ne croyez pas que je caricature, visitez telle ou telle maison de retraite et vous verrez, alors le personnel fait ce qu'il peut. Il essaye d'avoir des séances d'animation, des séances diverses et variées, mais on est loin du compte. Donc, ce que nous proposons, c'est de mettre en place une institution, si vous voulez, intergénérationnelle, qui pourrait regrouper naturellement un certain nombre de structures qui seraient dans un même lieu, à savoir des crèches, des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes, des femmes et des enfants victimes de violences, sur des lieux de culture et de vie sociale, avec des médiathèques, des cinémas, des théâtres, des activités aménagées, sportives ou culturelles ou manuelles, avec aussi des activités commerciales
qui pourraient cohabiter dans ces institutions-là, où toute la population locale pourrait se retrouver pour tel ou tel de ses besoins. Voilà. Et tout cela pour remettre les personnes âgées au contact de la vie sociale et non pas en quasi-relégation, de telle sorte qu'on puisse casser cet isolement et cette véritable discrimination sociale dont les personnes âgées et handicapées sont l'objet, on le voit bien, dans notre pays. Ces lieux seraient bien sûr ouverts au public et on essaierait qu'ils soient attractifs puisque chacun aurait un intérêt particulier à les fréquenter, que ce soit les parents, les enfants, les usagers, les divers consommateurs de commerces locaux ou d'établissements de qualité, les familles, les associations, la culture, etc. Alors, on a bien compris que cette petite révolution civilisationnelle et anthropologique aura besoin d'un financement approprié. Et vous savez que notre cher président nous disait qu'il n'y a pas d'argent magique, sauf que pendant les crises de 2008-2009 avec la crise sanitaire actuelle, subitement, on a trouvé des milliers de milliards pour sauver les banques, hein, rappelez-vous en 2008, ou pour sauver nos fameuses entreprises avec naturellement les fameux PGE sans contrepartie qui sont accordés donc aux entreprises. Eh bien, vous voyez, l'argent magique, il existe bel et bien. Il suffit naturellement, comme on pourra l'expliquer dans une autre vidéo plus tard, sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro, j'en dirai deux mots tout à l'heure, pour reconquérir notre souveraineté monétaire et notre souveraineté budgétaire. Ça n'est pas l'objet de cette vidéo, donc on aura l'occasion d'y revenir. Donc, vous voyez, cette grande administration nationale, avec la collaboration naturellement de l'ANRU, hein, l'Agence nationale de rénovation urbaine, en sollicitant l'État, la Banque de France, qui serait renationalisée, le secteur bancaire qui serait, lui, renationalisé également, la Caisse des dépôts, la grande sécurité sociale que nous voulons, tout cela mis au service naturellement du salariat et des personnes âgées, eh bien, nous faisons fort, nous, au Pardem, de mettre en place donc un grand service public pour nos personnes âgées. Voilà, je voudrais terminer sur la médecine psychiatrique, parce que vous avez vu ce qui est en train de se passer, l'actualité l'a encore dit, notamment à Toulouse. Je veux que vous sachiez que dans ce pays, vous avez 18% de la personne des prisonniers dans nos prisons qui relèvent non pas de la prison, mais des hôpitaux psychiatriques. Et les malades mentaux, aujourd'hui, ils ne sont pas dans des établissements de soins spécialisés, en tout cas pour nombre d'entre eux, ils sont soit en prison, soit dans la rue. Et voilà un petit peu le résultat auquel on est arrivé, avec les fameuses contre-révolutions qui ont touché non seulement l'hôpital public et les EHPAD, mais également les établissements psychiatriques, dans je dirais, l'ignorance totale du fait que notre pays était un des phares en matière de psychiatrie. Hein. Je ne vais pas revenir aux grandes lois, notamment dès la Révolution française, avec Pinel, mais également au cours du 19e siècle, et notamment la grande loi de 1838, qui avait ces éléments naturellement critiquables, mais qui quand même reconnaissait la spécificité de la psychiatrie. Et ensuite, bien évidemment, dans le courant du XXe siècle, avec des grands noms comme Daumaison, comme Lucien Bonafé, comme Tony Lenné, comme Tosquel, et j'en passe. Tous ces grands psychiatres, si vous voulez, qui voulaient mettre en place une psychiatrie, non plus de l'enfermement, qui était un petit peu la conception de 1838, hein, mais également plutôt, si vous voulez, une psychiatrie institutionnelle et une psychiatrie, je dirais, des soins aux malades mentaux qui soient plus institutionnels et qui prennent en compte naturellement tous les progrès de la médecine, depuis Charcot jusqu'à Freud, jusqu'aux grandes écoles psychanalytiques modernes que l'on connaît. Voilà, et surtout aussi, je ne voudrais pas passer là-dessus parce que c'était important, l'apparition des neuroleptiques avec Henri Laborie, un Français, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez que nous avons un passé
pour les soins psychiatriques, psychologiques, psychiatriques, qui est tout à fait importante. Et tout ce capital est en train d'être dilapidé par les écoles anglo-saxonnes que l'on cherche à nous imposer dans notre pays. Voilà. Et donc, que ferions-nous si nous étions au pouvoir, si nous arrivions au pouvoir? Eh bien, nous reviendrions, si vous voulez, à ces psychiatres dont je parlais tout à l'heure. Nous remettrions en place des lits de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, puisqu'il n'y a pas de raison de faire des discriminations entre la discipline psychiatrique et les disciplines, comme on dit dans nos hôpitaux, MCO, médecine, chirurgie obstétrique, et nous recréerions, si vous voulez, les lits qui ont été liquidés ces 30 dernières années, bien évidemment en les adaptant au progrès de la médecine psychiatrique, puisque vous savez que à côté des lits d'hospitalisation à plein temps, nous avons aussi désormais, c'était un décret qui datait de mémoire de 1986-1987. Vous voyez, c'est précisément au moment où on a remis tout ça en cause d'ailleurs, dans les années qui ont suivi. La maladie mentale ne se traite pas qu'en hospitalisation à plein temps, c'est comme les autres maladies d'ailleurs. Elle se traite aussi dans les appartements thérapeutiques, dans les centres médico-psychologiques, dans les prises en charge à temps partiel, dans les hôpitaux de jour, dans les hôpitaux de nuit, dans les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel et aussi dans les ateliers thérapeutiques. Et vous savez qu'il peut y avoir aussi des hospitalisations à domicile. Voilà. Donc, plutôt que de laisser les malades courir dans les rues avec les problèmes qu'on voit aujourd'hui ou de les enfermer dans les prisons, eh bien, alors qu'ils n'ont absolument rien à y faire, eh bien, il faudrait naturellement mettre tout ce dispositif en place, revenir au secteur, à la psychiatrie de secteur, que ce soit la psychiatrie adulte ou la psychiatrie infanto-juvénile, et naturellement former non seulement les psychiatres qui manquent, hein, vous savez, ça fait partie des professions médicales qui commencent à manquer dangereusement dans notre pays, mais également une formation spécifique des infirmières et des aides-soignantes pour qu'on leur consacre dans le cadre d'un tronc commun de formation une année entière pour, comment dirais-je, se mettre au niveau, si vous voulez, de la spécialisation du traitement des maladies mentales. Donc voilà en gros, si vous voulez, ce que nous souhaitons faire en matière de psychiatrie. Donc je crois qu'il y a urgence à revenir à la psychiatrie de secteur. Pas de secteur au-delà de 50 000 habitants, on est loin du compte, et pas de secteur de pédopsychiatrie supérieur à 40 000 habitants. Je parle de 40 000 habitants au total, naturellement, hein, tout âge confondu. Et à ce moment-là, si vous voulez, chaque secteur, nous devrons veiller à ce que tous les établissements et les services dont je parlais tout à l'heure, hein, CATTP, ateliers thérapeutiques, etc., soient mis à la disposition de ces secteurs et lesquels secteurs seront rattachés à un hôpital central, si vous voulez, qui serait soit un hôpital départemental, soit dans les départements très peuplés, plusieurs établissements MCO et psychiatriques. Et vous savez qu'aujourd'hui, le plan Macron prévoit le contraire, hein, puisqu'il a mis en place les fameuses communautés hospitalières de territoire. Une grosse communauté hospitalière de territoire s'est achetée par département, ce qui est un non-sens, hein, naturellement. Nous reviendrons sur ces mesures également. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'hôpital public, sur les EHPAD et sur les établissements psychiatriques et donc toutes les réformes que nous avons à faire et que le Pardem, s'il arrivait au pouvoir, naturellement mettrait en place. Alors, je conclurai en vous disant deux ou trois choses. Hein. J'arrive au bout de l'exposé, rassurez-vous. On voit bien que le système de sécurité sociale en France est en ruine et qu'il est attaqué de toutes parts au profit des assurances privées. Je voudrais vous rappeler ici un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 octobre 2013
qui, à mi-mot, elle ne le dit pas de façon expresse, mais quand on lit entre les lignes, c'est ça que ça veut dire, et qui dit que notre système de sécurité sociale français, qui est une spécificité de notre pays, hein, je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, eh bien, ne serait pas conforme au droit européen. Entre parenthèses, je voudrais bien un jour qu'on m'explique ce que c'est que le droit européen. Je connais un droit français, un droit italien, un droit allemand, un droit anglais, pourquoi pas, même s'ils sont plus dans lieu, etc. Mais je ne sais pas ce que c'est que le droit européen, à part ce qui est tenté de nous imposer par l'intermédiaire des traités néolibéraux. Alors, comme vous le savez, nous voulons sortir de ces traités néolibéraux et nous souhaitons revenir donc au droit national français, ce qui ne nous empêche pas, alors j'entends d'ici là naturellement un certain nombre de gens qui vont dire ah oui, halte au nationalisme, eh bien non, nous ne souhaitons pas revenir à ces conceptions-là. Par contre, nous voulons revenir à la spécificité du droit social et du droit sanitaire de notre pays et remettre en place donc un dispositif juridique, politique, qui respecte les spécificités de notre État. Voilà. Donc, entre parenthèses, nous ne voulons pas d'un hôpital entreprise, nous voulons un hôpital qui soit le champion du service public et nous ne voulons pas du management anglo-saxon. Nous souhaitons revenir à une gestion démocratique de nos institutions de santé. Voilà. Il y a donc urgence à appliquer ce programme. Puisque vous voyez vers où on se dirige. Et il ne peut pas faire de doute que si Macron et sa clique sont réélus, eh bien, le deuxième septennat de ce monsieur, ça s'appellera remise en cause de la sécurité sociale avec sa privatisation, retraite par points, c'est-à-dire liquidation de tout l'héritage du Conseil national de la résistance, liquidation de la fonction publique, de toutes les fonctions publiques, et retour au spoil system anglo-saxon. Et naturellement, ce genre de mesures sont déjà prévues dans son programme et il y a lieu naturellement de s'y opposer. Et c'est la raison pour laquelle, au Pardem, nous souhaitons sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir d'un certain nombre de structures et de traités néolibéraux, multinationaux, pour revenir à une souveraineté populaire du peuple français, ce qui ne l'empêchera naturellement pas de signer des accords avec les 196 autres États qui sont représentés à la ONU. Vous voyez qu'on a du travail, hein, puisque la France actuelle, avec Macron au pouvoir, et d'ailleurs depuis 40 ans, ça dure, c'est exactement la même chose, nous ne connaissons en gros que les États des 27 de l'UE, au grand détriment de notre politique internationale. Voilà, donc je terminerai en disant que Macron va profiter de sa présidence au Conseil des chefs d'État de l'Union européenne pour faire avancer l'ensemble de ces points dont je viens de parler, détruire notre État social, planter le dernier clou du cercueil de notre État social s'il est réélu. Il faut absolument que nous empêchions cette affaire-là et le Pardem, naturellement, y prendra toute sa part. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Michel. Avant de clore cette réunion, je vous invite évidemment à aller sur le site du Pardem, pardem.org, dans la rubrique Programme, où vous retrouverez déjà 4 parties importantes concernant la souveraineté, la reconquête de la souveraineté de la France en matière économique, diplomatique, militaire, sociale évidemment. Ensuite viendront les programmes plus spécifiques portant sur le droit opposable à l'emploi pour lutter contre le chômage, auquel Jean-Michel a cité tout à l'heure. C'est pas seulement lutter contre le chômage, c'est éradiquer le chômage. Et puis le programme santé, sécurité sociale, qui sera plus complet
que ce que vient de faire Jean-Michel, qui a quand même brossé en si peu de temps un panorama assez conséquent. Et puis, d'autres sujets comme l'agriculture, la pêche, la forêt et, bien entendu, ce que nous proposons en matière de transformation radicale des institutions politiques et notamment la mise en place de procédures permettant l'irruption du peuple à différents niveaux et de mettre l'Assemblée nationale sous contrôle populaire, bien entendu, tout en laissant la possibilité à cette Assemblée de décider des lois en étant débarrassée de la tutelle de l'Union européenne, puisque, on le rappelle, l'Union européenne a mis la main sur les décisions que nous pouvions prendre. Nous ne sommes donc plus souverains, la question ne se pose plus. Le constat est là et c'est cette souveraineté que nous devons regagner si nous voulons nous en sortir, sinon le système néolibéral aura définitivement gagné et les élections 2022 vont être l'occasion de nous entendre aussi sur ce qu'est la présidentielle aujourd'hui, qui est une institution qui date de 1958, qui a été rénovée 22 fois sans l'accord des Français. Et la dernière fois, la plus tonitruante d'une certaine manière, c'est l'intégration du traité de Lisbonne, c'est-à-dire le copier-coller du traité constitutionnel européen qui avait été refusé par 55% des participants au référendum qui a été lancé à cette époque-là. Donc voilà, nous avons du pain sur la planche. Je vous invite également à regarder les autres vidéos. Nous avons déjà accueilli Aurélien Bernier, Gilles Amiel de Ménard, Patrick Serre, Jean-Michel Toulouse aujourd'hui. Nous aurons bientôt une discussion entre Jean-Michel et Toulouse et Jacques Nikonov, une nouvelle constitution, pourquoi faire? Et le reste, je le laisse en mystère. Voilà, mais il y en aura d'autres. Merci de votre écoute et à très bientôt.